Est-ce qu'un programme de 4 semaines en ligne, gratuit et non certifiant, est-ce que ça peut avoir un beau taux de complétion? Eh bien oui. Loin des MOOC et des programmes d'accompagnement à plusieurs milliers d'euros où forcément l'engagement est là, et bien loin de tout ça, il est possible de créer des programmes en ligne engageants et inspirants qui gardent le public en haleine jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un programme que j'ai designé il y a 3 ans, qui s'appelle Get Into Tech, et qui est un programme d'orientation au métier de la tech pour les jeunes éloignés de l'emploi. Donc je vais un peu vous révéler comment j'ai approché le problème et comment j'ai structuré le programme. Le contexte, c'est Inco Academy, qui est un organisme à but non lucratif et qui avait une dotation pour créer un programme qui rapprocherait des jeunes éloignés de l'emploi du milieu tech. Ce programme, il allait être gratuit, donc il y avait quand même des contraintes en termes de ressources humaines assez fortes. Il fallait pour des promos de 50 un seul instructeur. Il y allait avoir un format hybride. Dès le début, ça a été prévu comme ça, avec 2 demi-journées par semaine en présentiel et le reste du travail en asynchrone à la maison. Et les KPI étaient assez ambitieux parce que du coup, les financeurs de ce projet demandaient au moins 80% de retour à l'emploi ou en formation dans les 6 prochains mois. Donc, quand on aborde un programme comme ça, avec des KPI ambitieux, des contraintes de format assez fortes et un public qui potentiellement n'a pas l'habitude de faire des formations, quelle question on se pose tout de suite? Évidemment, la première question, c'est d'aller comprendre le public, c'est d'aller comprendre ses besoins. Donc, ce public éloigné de l'emploi, il faut comprendre ses blocages émotionnels et comportementaux, ce que ça implique en termes de compétences pas encore acquises et ce que ça implique en termes d'attitude face à la formation et à l'emploi. Donc potentiellement des peurs, de l'inconnu, de l'anxiété, des trucs comme ça. Quant à la direction à prendre, il faut évidemment aussi comprendre les soft skills qui sont demandés par à la fois le marché du travail dans son ensemble, mais aussi les spécificités du marché de la tech. Parce que on va en parler un petit peu, vous allez voir, c'est pas les soft skills qu'on demande dans le monde du digital, c'est pas exactement les mêmes qu'on demande dans une grosse boîte qui a 50 ans en France, quoi. Premier truc, évidemment, du coup, phase de recherche. Donc ça, il y a plein de ressources en ligne. Il y a pas mal de livres blancs et de travaux faits au niveau international. Moi, je vais vous en citer 3. Donc le premier, celui-ci, il m'a aidé à prendre conscience de la différence entre les compétences possédées par des gens éloignés de l'emploi et qui, a priori, n'ont pas eu un premier emploi, n'ont pas eu une immersion très forte dans une activité professionnelle, et ce qui est attendu par le marché de l'emploi. Donc ça, c'est de la doc qui recense tout, qui est très analytique et qui permet d'avoir un peu la vision globale. Deuxième ressource, celle-ci, elle m'a permis de voir des patrons d'activité et en fait de rentrer vraiment dans le concret de comment on apprend les soft skills à des jeunes. Alors je me suis pas servi concrètement des activités qu'il y a dedans. Personnellement, je l'ai trouvé un peu bateau. Et puis en plus, à l'époque, donc c'était fin 2018, je voyais pas encore trop l'intérêt du roleplay pour le développement des soft skills. Alors maintenant, j'en vois vachement plus l'intérêt parce qu'en fait, le roleplay, ça permet d'aller commencer à câbler des réflexes comportementaux dans le cerveau des apprenants. Mais du coup, à l'époque, j'en voyais pas l'intérêt. Par contre, ça a été très intéressant de voir toute la batterie d'activités qu'on pouvait faire pour développer les soft skills. Et ça m'a aussi permis de voir un peu comment structurer ça pour les instructeurs derrière. Et enfin, dernière ressource, ma préférée, ça a été celle qui m'a été le plus utile parce qu'en fait, c'est une ressource qui nous montre 5 exemples de programmes de soft skills pour des jeunes. Donc, tous ces programmes, les 5, ils ont des orientations différentes, ils sont pas managés par le même type de personnes et tout, donc ils ont tous une philosophie un peu différente, mais ils atteignent tous des résultats ultra forts. Donc c'était hyper cool de lire ça parce que déjà, en fait, en contrastant toutes les situations, ça permet de voir un peu les points communs et de voir ce qui est essentiel pour faire un bon programme de soft skills. Et ensuite, ça permet aussi de sortir un peu du dogmatisme et de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas la philosophie ultime pour apprendre les soft skills. Ce qui compte, c'est d'avoir un truc très cohérent et de le tenir sur toute la durée du programme.
Je vais vous mettre un lien en dessous avec cette ressource. Si vous bossez avec des jeunes et que vous vous intéressez aux soft skills, elle est vraiment top. Voilà, donc ça c'est pour quels sont les problèmes. Diagnostiquons, rentrons dans la peau de notre audience cible. Ensuite, il y a le où on veut aller. Bon, pour ça, j'ai pas eu besoin de faire trop de recherche parce que le digital, c'est mon domaine à la base. À la base, j'ai appris le code et puis j'ai fait aussi du marketing au Vietnam et tout ça. Donc, en fait, ce qui compte dans le milieu du digital, c'est surtout d'être très proactif. C'est pas un milieu où on va beaucoup se baser sur les diplômes, sur la hiérarchie, sur tout ça. C'est plutôt un milieu où si on est autonome, qu'on a confiance en soi et qu'on est prêt à tracer, on va avoir des portes qui s'ouvrent. Donc, pour moi, ce qui était important sur ce programme, c'était de leur faire passer ce message-là, que dans le monde de la tech, ce qui compte, c'est d'être proactif et de tracer, et d'avoir confiance en soi. Maintenant qu'on a d'un côté les blocages et les points à travailler spécifiquement avec la cible et ce qu'attend l'industrie de la tech, on va pouvoir commencer à raisonner en stratégie. Donc, ce qui aura le plus d'impact quand on regarde d'où ils partent et où ils doivent arriver, c'est vraiment de travailler sur l'engagement, c'est-à-dire l'habitude de faire, la mise en mouvement, et la confiance en soi, qui sont liés au passage. Et évidemment, il va aussi falloir travailler sur cette acculturation au métier du digital, c'est-à-dire savoir ce qu'il représente et savoir connaître la culture du monde digital. Donc, de ces besoins identifiés, s'en sont suivis plusieurs choix stratégiques. Le premier, ça a été qu'on allait leur faire des projets et beaucoup de projets. C'est-à-dire que le programme il dure 4 semaines et pendant 4 semaines, ils font 7 projets. Tout ça parce que on veut leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de faire, qu'ils sont capables d'avancer et qu'ils sont capables de produire énormément. Donc en construisant très vite un portfolio de projets, on va avoir une forte influence sur leur confiance en eux et on va leur montrer, leur faire découvrir ce que sont tous ces métiers. Ensuite, le second choix stratégique, c'est de travailler explicitement l'état d'esprit de croissance, le growth mindset, et la métacognition. C'est-à-dire qu'il suffit pas de faire, il faut prendre conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on apprend, de ce qu'on est en train de devenir. Prendre du recul, ça permet de comprendre comment nos croyances influencent nos comportements et comment nos comportements influencent nos attitudes et ce qu'on est capable de faire. Ensuite, troisième axe, développer la collaboration. Parce que en fait, sur un public qui est éloigné de l'emploi, peut-être aussi des formations et qui a a priori peu de bonnes habitudes de travail, ça peut être hyper intimidant d'aller faire des retours réflexifs et d'aller creuser. Donc, le faire en groupe, ça permet de dérisquer le truc et ça permet aussi, déjà, dans le milieu de la tech, la collaboration c'est important, c'est un milieu qui bouge très vite et du coup, être en lien avec les autres, ça permet aussi d'avancer super vite. Et enfin, le troisième intérêt de vraiment bosser la collaboration, c'est évidemment pour l'engagement. Parce qu'on est sur un programme très intense de 4 semaines, s'appuyer sur le pair à pair et la communauté, c'est hyper important pour être sûr qu'il y a de l'engagement sur la durée. Tout ça, ça se fait aussi en parallèle d'un petit parcours de découverte de soi. C'est-à-dire qu'au début du programme, on commence avec une présentation un peu le milieu de la tech, à quoi s'attendre et tout ça. Puis petit à petit, on va se rapprocher du candidat. On va aller vers ses peurs, ses faiblesses, ses aspirations, ce qu'il a envie de faire. Et à la fin, on va arriver vraiment à son plan d'action. Donc, on part de très large et on va se rapprocher petit à petit de ce que la personne est capable de faire, de ce qu'elle a envie de faire. Et on va créer avec elle un plan personnalisé, actionnable. Donc, tout ça, c'est très organique. Hein. Et puis, quelque part, c'est un peu du storytelling parce qu'on part d'un grand flou où le héros il sait pas trop où il veut aller et petit à petit on va lever le flou à plusieurs endroits jusqu'à ce qu'il ait vraiment le truc perso, le truc qui lui convient, qui est révélé à lui. Et le dernier choix stratégique, c'est de les mettre face à des professionnels. Donc une fois qu'ils ont fait leur projet, ils vont faire des débriefings avec des professionnels. Ça leur permet évidemment déjà de confronter ce qu'ils ont fait avec la réalité de terrain. Et puis d'être inspiré par quelqu'un qui sait ce que c'est et qui va pouvoir leur raconter des anecdotes, qui va pouvoir leur raconter ce que c'est d'être un professionnel dans ce métier-là. Donc encore une fois, on s'appuie sur l'expérience des projets pour à la fois créer un sens personnel et commun avec l'intervenant,
de ce que c'est que ce métier et du coup, l'apprenant, il peut choisir si ça lui convient ou pas. Maintenant, passons à la structure du programme. On a bien identifié les problèmes, on a bien identifié ce qu'il fallait adresser, on a fait nos grands choix stratégiques, donc on a globalement les gros ingrédients qui vont aller dans notre formation. Maintenant, à un niveau un petit peu plus fin, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Alors d'abord, moi j'ai respecté quelques règles ultra simples pour structurer les journées. C'est déjà pas de présentation de plus de 20 minutes. Le descendant, ça a son utilité, mais si on veut avoir de l'émulation et du mouvement, on n'en fait pas plus de 20 minutes à la fois. Dès que c'est possible. Donc soit parce qu'on n'est pas en descendant ou parce qu'on n'est pas face à un intervenant, eh ben on met en mouvement. Donc on fait de la discussion pour faire émerger des opinions et les discuter. Et on met des activités pratiques. Donc tout ça en petits groupes. Troisième grand principe, on réserve des créneaux explicites pour des retours réflexifs. Donc après certaines activités, on prend explicitement 15-20 minutes pour aller faire des retours réflexifs individuels. C'est-à-dire que pour que chaque apprenant prenne des notes sur ce qu'il a à extraire de l'activité. Ça peut paraître une perte de temps, mais je vous garantis que si vous leur dites de faire ce retour réflexif tout seul à la maison, il y en a la moitié qui vont pas le faire. Alors que là, le message à faire passer, c'est justement que c'est hyper important de prendre du recul sur ce qu'on a fait, qu'on n'est pas que dans le faire, on est aussi dans extraire la matière de ce qu'on a fait. Donc, si c'est important, on prend du temps en présentiel. Alors après, pour ce qui est du planning un peu des séances, je vais pas tout vous révéler parce que le programme appartient à Inco Academy et je veux pas le spoil. Juste dans les grandes lignes, on va avoir sur la première séance de la création de communauté. Donc on passe pas mal de temps sur les icebreakers, sur exprimer ce que c'est pour chacun d'être dans le programme, les peurs, les envies, tout ça. Présenter le programme et comment il est structuré. Donc on montre ce que va être le programme et on crée du lien. La première séance, on cherche pas à développer des compétences ou à apprendre des trucs. On cherche à créer du lien et à savoir où tous ensemble on va sur les prochaines semaines. Ensuite, la deuxième séance, on commence à travailler explicitement l'état d'esprit de croissance en travaillant sur le feedback. Donc, c'est leur première correction en pair à pair, parce qu'ils ont fait un projet à la maison entre les deux. Et du coup, avant cette première correction en pair à pair, on fait un atelier sur le feedback. En fait, à chaque fois où on les met face à des méthodes ou des activités où ils doivent développer leurs soft skills, on leur explique en amont ce qui est attendu et ce qui est mis en jeu. Comme ça, ils ont une boussole, ils savent vers quoi se diriger. On les balance pas comme ça en espérant qu'ils comprennent tout seuls ce que sont les soft skills en jeu. Enfin, les séances suivantes, elles suivent un peu tout le même schéma. C'est-à-dire que d'abord, on leur donne un projet à faire à la maison sur un des métiers particuliers. Donc, par exemple, développeur web, designer, marketeur et consultant SEO. Donc, on leur donne une petite mission qui est designée pas pour aller très profond sur une technique particulière, mais qui est designée pour avoir un espace problème un peu simple, mais qui quand même montre ce que c'est que être praticien dans ce domaine. Donc, par exemple, pour développeur web, on va pas leur donner un site très compliqué à faire avec beaucoup d'aide à côté. On va leur donner un truc relativement simple, mais où il y a suffisamment de guidage pour qu'ils soient à l'aise. Et en même temps, on va laisser quelques espaces où on règle pas les problèmes pour eux, où ils devront vraiment aller s'appuyer sur les autres et chercher sur Internet, parce que c'est ce que fait un développeur. Pareil un peu sur la mission marketing, on aurait pu faire un truc un peu sexy et dire ouais, on va aller regarder comment on fait des publicités sur Facebook, parce que c'est trendy. Mais en fait, ça n'apprend pas grand-chose sur le métier de marketeur. Être un professionnel du marketing, c'est avant tout comprendre les besoins des clients et savoir leur présenter les choses d'une manière qui résonne. Donc, ce qu'on leur fait faire, c'est d'aller faire une étude de marché. Comme ça développe leur orientation envers le client et le fait qu'il faut écouter et synthétiser, analyser les besoins des clients. Tous ces projets, ils sont relativement bien guidés. C'est-à-dire que on leur donne des consignes claires, ils ont une checklist, ils sont pas perdus devant la marée des choses à faire, mais l'activité est designée pour qu'ils aillent comprendre ce que c'est que travailler dans ce domaine. Ensuite, ils ont fini leur projet, ils arrivent à la prochaine séance en pair à pair, et là, on les met tout de suite en revue pair à pair. Donc, on les met en petits groupes et on leur donne un script d'interaction. Et du coup, ils vont se poser des questions les uns à la suite des autres et ils vont travailler certains points particuliers.
Alors, le script de pair à pair, il est contextuel, il dépend des missions. Il y a certaines missions où il y a plus de matière pour travailler l'attitude. Il y en a d'autres où il y a plus de matière pour travailler les méthodes de travail et comment on demande de l'aide à d'autres gens. Donc, ça dépend des projets qu'ils ont fait. Ensuite, une fois qu'ils ont fini leur petite séance de pair à pair, on va les mettre en petits groupes puis en grands groupes sur qu'est-ce qu'ils ont compris du métier. C'est quoi les attitudes et les soft skills du professionnel du métier. Donc ça leur permet d'analyser l'expérience et surtout aussi de les mettre en relation avec ce qui résonne chez eux. Donc ça leur permet de comprendre ce qui est en jeu dans le métier et si c'est un truc qui peut matcher avec eux. Et enfin, la dernière étape, c'est l'intervenant professionnel qui vient, qui répond aux questions, qui partage des anecdotes, qui partage son quotidien, en gros, qui inspire. Après ça, les toutes dernières séances, elles sont très opérationnelles. Ça va être de la construction du portfolio avec la matière qu'on a travaillée pendant les semaines précédentes. Ça va être consolider le projet professionnel et planifier les prochaines étapes. Donc, à la sortie de la formation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais précisément? Donc, voilà un peu comment le programme est structuré. Après, il y a évidemment l'accompagnement humain. C'est-à-dire qu'au-delà de cet instructeur professionnel qui anime les séances présentielles, il y a des tuteurs à distance qui vont faire des permanences, donc de temps en temps, 1 heure par-ci par-là, qui vont être dispo pour répondre aux questions, qui vont donner du feedback sur les projets rendus par les apprenants. Donc le feedback va pas très loin, hein. Le but c'est pas donner un avis d'expert et de toute façon les projets ils sont, je vous l'ai dit, assez simples. Mais ça permet de valoriser le travail qui a été fait, de valoriser les efforts. Et ça permet aussi à certains apprenants qui sont soit pas à l'aise dans le pair à pair, soit qui ont besoin d'un rapport en plus avec un encadrant, d'avoir leurs besoins émotionnels satisfaits. Et donc, quid du passage en ligne? Eh ben, en fait, le passage en ligne, il n'a pas demandé beaucoup d'adaptation. En fait, comme le programme était déjà entièrement structuré autour de ce que font les apprenants, ce qu'ils apprennent, comment ils utilisent leur expérience, c'était déjà extrêmement engageant. Après, il y a eu quelques adaptations, évidemment. Par exemple, les séances de pair à pair, elles ont été faites dans les breakout rooms sur Zoom. Au niveau de l'animation, les instructeurs, ils ont dû s'adapter pour aller un petit peu plus chercher l'attention de ceux qui étaient timides sur Zoom. Il y a évidemment quelques subtilités, mais globalement, le programme a bien marché en ligne. D'où un peu, moi, ma conclusion sur cette histoire, c'est que ça soit en ligne ou en présentiel, si le programme il est structuré autour des besoins des apprenants et autour de ce qu'ils sont en train de devenir et que l'expérience elle est vraiment très personnelle, en fait, si ça marche en présentiel, ça va marcher en ligne et vice versa. Il n'y a pas vraiment pour moi d'importance que ça soit en présentiel ou en distanciel. Pour finir cette vidéo, je vais vous laisser sur le retour d'un des instructeurs du programme et moi je vous dis à bientôt. It's just so nice to see people just have like a clear direction of where they want to go next. Like having met people that they never thought they'd like ever bond with, even like people from totally different sides of the world, even. But just over and over again, seeing people say that at the start they weren't confident, they didn't think they could do it, and by the end, it's like they think they can take anything on. Just to see that over and over again and see how consistently like that effect has happened has been hardening.